Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État préside les travaux de la 13e séance des conseils des ministres. Des multiples activités pour célébrer la journée mondiale du tourisme. Pour l'actualité internationale, les sports à présent, PSG, le Manchester City affiche des rêves et revanche choc. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir sur cette édition des 15 heures. Le journal au complet à présent, comme mentionné dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Merguele, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 28 septembre 2021. À l'ordre du jour, un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 de la République de Djibouti, qui est pour promouvoir à protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes handicapées sur notre territoire. Poursuivons avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 28 septembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 de la République de Djibouti pour promouvoir, protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes handicapées en République de Djibouti. Le gouvernement a, par une loi en date du 3 janvier 2010, ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le protocole facultatif s'y rapportant. C'est dans cette optique que le cadre juridique et institutionnel a été amélioré en vue d'assurer la jouissance pleine et entière des droits des personnes handicapées, y compris leur pleine et entière responsabilisation dans l'égalité devant la loi. Dans un premier temps, l'adoption de la loi numéro 207 en 2017, 7e législature, relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux, a servi de catalyseur majeur dans la perception des personnes handicapées comme des membres à part entière et égaux dans la société. Car cette loi garantit les droits des personnes handicapées dans plusieurs domaines: l'éducation, la santé, la protection sociale, l'emploi, la culture, les loisirs, la communication et l'information. Ensuite, la création d'un organe dédié à la promotion, la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale marque davantage la volonté du gouvernement d'assurer aux personnes handicapées un environnement propice à leur développement. Depuis sa création, l'Agence nationale des personnes handicapées a entrepris de vastes travaux tels que l'enquête de prévalence du handicap en 2019, qui a permis de déterminer le taux de prévalence du handicap, soit 8,5% de la population, et l'élaboration de la stratégie nationale du handicap 2021-2025. Cette dernière a été définie dans la perspective d'un développement inclusif destiné à empêcher l'exclusion des personnes handicapées de la vie économique et sociale par des mesures susceptibles d'atténuer la prévalence du handicap à travers une approche collaborative et inclusive. La stratégie nationale 2021-2025, qui servira de cadre de référence pour orienter les interventions sectorielles dans le domaine du handicap, s'articule autour de 3 grands piliers et 12 axes stratégiques. Les piliers en sont donc l'amélioration de l'offre de services et la qualité de vie des personnes handicapées, favoriser l'accès aux moyens de subsistance des personnes handicapées, et parmi les axes les plus saillants, l'adaptation des infrastructures pour un meilleur accès des personnes handicapées, la protection sociale personnalisée, améliorer aussi l'accès à l'emploi et promouvoir le droit et accès à la justice.
Dans la deuxième partie du Conseil des ministres étaient inscrites plusieurs questions pour le Conseil des ministres concernant nomination et un projet de loi qui vise à renforcer la base juridique de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le déclenchement de la pandémie du Covid-19 a engagé le gouvernement dans la gestion d'une crise aux effets multiformes, nécessitant l'adoption d'un certain nombre de mesures urgentes, tant sur le plan sanitaire que socio-économique, et également nomination. Écoutons à présent, poursuivons avec le porte-parole du gouvernement. La deuxième question est relative à un projet de loi concernant donc les modalités de gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le présent projet de loi vise à renforcer la base juridique de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 afin que les décisions gouvernementales en la matière soient conformes au cadre juridique constitutionnel et notamment en ce qui concerne la répartition du domaine de la loi et du règlement. Le déclenchement de la pandémie du Covid-19 a engagé le gouvernement dans la gestion d'une crise aux effets multiformes, nécessitant l'adoption d'un certain nombre de mesures urgentes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan socio-économique. Si la nécessité de ces mesures est justifiée par l'impératif de préserver la santé de la population, elles ont néanmoins un impact significatif sur les libertés fondamentales, telles que la liberté de circulation, la liberté d'entreprise et du commerce, ou encore le droit au respect à la vie privée. Le gouvernement a engagé donc des mesures de riposte sur le volet sanitaire et un plan de mitigation sur les conséquences socio-économiques de la crise et pourront donc être édictées pour une durée pouvant aller de 3 à 6 mois, mais afin toujours de disposer d'un laps de temps suffisant et évaluer l'évolution de la situation épidémiologique et adapter donc la riposte qui s'impose. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, dont le coup d'envoi a été donné le 22 mars 2021 en République de Djibouti, est inédite par son ampleur et par le nombre de défis auxquels elle se doit de répondre, s'articule donc autour de 3 principaux objectifs. Le premier objectif est la protection des sujets vulnérables. Ensuite, la réduction de l'impact de la maladie sur le personnel de soins qui assure la prise en charge des patients. Et enfin, le monitoring optimal des différentes phases donc, de cette riposte. Enfin, afin de protéger la santé individuelle et collective de la population, et en l'état des données scientifiques disponibles, l'obligation de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 en République de Djibouti est étendue et s'impose dorénavant, sauf contre-indication médicale, à l'ensemble des personnes résidant sur le territoire national. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination. Monsieur Aden Abdi Jama est nommé directeur général par intérim de la radio-télévision de Djibouti au ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Merci. Actualité nationale à présent, un atelier de lancement du développement de l'activité sectorielle du tourisme à Djibouti s'est tenu ce matin au centre de leadership et de l'entrepreneuriat. L'objectif de cet événement était de promouvoir et connaître les produits et services touristiques disponibles dans notre pays, car le tourisme a été identifié comme un secteur prioritaire dans la consolidation de notre économie et l'émergence de notre pays. Le CLE, qui avait pour objectif de réaliser une évaluation rapide du secteur du tourisme à Djibouti, ainsi que la préparation des termes de référence pour le recrutement d'une firme internationale pour le développement de ce secteur. Cet atelier a vu la participation de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, de la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé, Mme Oubah Ali Malo, du directeur de l'ONTD, directeur général de l'ONTD, M. Ousmane Abdi Mohamed. La République de Djibouti est en phase de mutation économique, non seulement dans la structure de ses pôles de développement, mais également dans sa population, avec l'arrivée sur le marché d'une population jeune de plus en plus éduquée et innovante. Les orientations politiques d'articuler le développement sur des secteurs porteurs de l'économie capables de servir le marché local, régional et international doivent être accompagnées par la mise en place des institutions capables. Ce constat a donné lieu à des recommandations pour le développement du tourisme et la promotion d'activités entrepreneuriales dont la mise en œuvre sera axée sur les 6 phases décrites.
de beaucoup d'opportunités d'emploi et des richesses. Donc les experts qui vont nous accompagner dans cette mission vont dégager des opportunités d'emploi sur les offres de produits touristiques qui pourraient intéresser les jeunes entrepreneurs et les femmes. Il s'agit avant tout de consolider l'offre touristique dans des niches quasi vierges qui existent, mais des niches qui sont réelles, qui sont à portée de main, comme on dit. Et il est de notre devoir comme on appelle, proposer aux jeunes et aux femmes à saisir ces opportunités d'entrepreneuriat qui se présentent dans ces marchés. Dans un discours, la directrice a rappelé que la création du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat soutient le développement de l'entrepreneuriat et du secteur privé parallèlement aux réformes d'amélioration du climat des affaires engagées depuis quelques années dans notre pays. Écoutons la directrice. Depuis quelques années, nous assistons à une volonté gouvernementale de développer le tissu entrepreneurial de notre pays, et en général celui des jeunes. En effet, le gouvernement a compris l'intérêt de favoriser la création d'entreprises pour enrayer le chômage des jeunes et à miser sur l'entrepreneuriat comme vecteur de création d'emplois. C'est dans cette optique que le CLE a été créé en fin 2018, avec la mise en œuvre d'un projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc il est indéniable que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est cruciale pour le développement du tourisme. Le secteur a en effet besoin de nouveaux entrants, d'entrepreneurs qui renouvellent les représentations, les pratiques, les offres et préparent le tourisme de demain. Écoutons à présent les propos de la ministre de l'économie numérique chargée de l'innovation. Important que la jeunesse constitue notre force, l'emploi des jeunes est au cœur des priorités du gouvernement djiboutien. L'un de nos grands défis est donc de créer de nouveaux emplois tout en sauvegardant ces existants. Pour cela, l'entrepreneuriat se positionne dans la société djiboutienne jeune et dynamique comme une solution de premier ordre. L'entrepreneuriat joue un rôle important dans la création d'emplois et de richesses de notre économie. Si nous souhaitons atteindre l'horizon 2035 avec des objectifs concrets, il faudra que coexistent la promotion de l'entrepreneuriat, l'instauration d'un environnement favorable, l'accompagnement, l'accès au financement et enfin la valorisation des secteurs porteurs tels que le tourisme. Ces secteurs aujourd'hui très peu développés, pourtant Djibouti présente des atouts naturels exceptionnels et la demande touristique à des destinations de la région. Comme partout dans le monde, la République de Djibouti a célébré hier, le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme. Le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme pour une croissance inclusive. En effet, la pandémie du Covid-19 a eu un énorme impact économique et social. Elle a frappé à la fois les économies développées et celles en développement. Et ce sont les groupes marginalisés et les plus vulnérables qui ont été le plus durement touchés de tous. Le démarrage du tourisme va aider à enclencher la reprise et la croissance. Il est essentiel d'assurer une répartition large et équitable de leurs retombées. C'est dans ce cadre que l'Office national du tourisme de Djibouti a organisé hier une visite guidée pour les collégiennes et collégiens du 7e année du CM du Charles Foucault, aujourd'hui à la Cassale, situé à près de 155 mètres sous le niveau de la mer. Le lac Cassale est le point le plus bas du continent africain, le lac le plus salé du monde. Situé dans le nord du pays, la population locale y récolte ainsi le sel à la main pour le commercialiser ensuite. Incroyablement minéralisé, l'eau de lac Cassale contient plus de sel que celle de la mer Morte et 10 fois plus de sel que celle des océans. Ces teintes bleues, marines, turquoises et vertes contrastent avec les croûtes de sel blanches présentes ici et là, dessinant une fois de plus un splendide tableau. C'est dans ce lieu incroyable, beau et magnifique que les élèves du 7e année du CM de Charles Foucault ont eu le plaisir de découvrir pour la première fois. Au micro de la télévision nationale, les élèves nous ont livré leur sentiment de joie de découvrir pour la première fois ce site incroyablement magnifique. Ils ont toutes et tous eu l'intention de raconter à leurs parents et camarades et de revenir, si c'est possible, revisiter avec leur famille.
La journée touriste mondiale et on vient de l'école de Charles Foucault et je vais raconter qu'est-ce que j'ai vu ici. En plus, c'est très beau, magnifique, excellent, mais c'est chaud, il y a beaucoup de sel qui brille et je vais raconter à mes profs et à mes camarades de classe qu'est-ce que j'ai vu ici. Dans la même journée, l'ONTD a organisé une sortie aux îles Moucha pour les enfants à besoins spéciaux dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. L'Office national du tourisme de Djibouti a organisé hier également une visite guidée pour les élèves à besoins spéciaux de l'éducation nationale à l'île Moucha. L'île Moucha est un petit coin de paradis, des étendues de sable quasi désertes, une eau cristalline et une forêt aux airs de cathédrale végétale. C'est dans ce lieu incroyable, beau et magnifique que les élèves à besoins spéciaux ont eu le plaisir de découvrir pour la première fois. Au micro de la télévision nationale, M. Idriss Moumin Abdi, le chef de service des élèves à besoins spéciaux, et Mme Roda Ahmed Douali, la coordinatrice de l'ONTD, ont souligné l'importance que revêt cette sortie pour les élèves à besoins spéciaux. Écoutons l'extrait de la coordinatrice, Mme Roda Ahmed Douali. Aujourd'hui, vu que nous célébrons la journée mondiale du tourisme, l'Office national du tourisme a décidé aujourd'hui de faire deux sorties, balnéaires et terrestres. On a une école qui est partie, une école de la classe 5e de Charles Foucault, qui est partie sur le lac Assal, et une autre partie qui ont été les enfants à besoins spéciaux, les malentendants, les malvoyants, et on les a emmenés ici sur l'île, pour qu'ils en profitent, sur l'île Le Moucha. Et voilà comment nous avons célébré ces deux activités qui sont Lac Assal et île Moucha. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de la Pêche chargé des ressources halieutiques, en collaboration avec les pays de l'IGAD et l'Observatoire du Sahara et du Sahel, a organisé hier un atelier de lancement d'un projet DRESS-EA sur le renforcement de la résilience à la sécheresse des petits agriculteurs et pasteurs de la région de l'IGAD. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Ilmi, et a vu la participation des secrétaires exécutifs des pays de la région, tels que le Soudan, du Kenya, du directeur de l'eau, M. Saïd Khere. Dégâts et les impacts que nous aurons dans la région suite au changement climatique. Messieurs les secrétaires permanents de l'Ouganda, de Djibouti, ont parlé de ces impacts directs sur le terrain, ils ont parlé des événements extrêmes que nous aurons à vivre, ils ont parlé des sécheresses prolongées, ils ont parlé des inondations que nos populations sont appelées de vivre. Donc je ne vais pas mettre l'accent là-dessus, mais pour vous dire que c'est prouvé et nous aurons à vivre ces événements. C'est pour cela que les actions que nous sommes en train de mener sont très très importantes. C'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts et aussi, comme l'a dit mon ami le secrétaire permanent du ministère de l'Ouganda, l'OSS est à votre disposition pour vous aider à accéder à des ressources. Les ressources financières sont disponibles, il y a des fonds, notamment climat, qui sont là pour nous aider, souvent avec des dons, gratuitement. Donc nous devons saisir ces opportunités pour faire bénéficier nos populations de ces opportunités. Quant au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, a indiqué que le projet DRESS-EA vise à accroître la résilience des petits exploitants agricoles et des éleveurs aux risques liés au changement climatique, principalement ceux liés à la sécheresse par la mise en œuvre de mesures concrètes d'adaptation. Écoutons. Le changement climatique est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne de l'Afrique ces dernières décennies, ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et le pâturage disponibles. Également, le continent africain en général et la Corne de l'Afrique en particulier n'a pas été épargné par cette crise climatique. À titre d'exemple, les inondations récentes qui ont eu lieu dernièrement au Soudan, pays voisin, en sont la preuve. La République du Djibouti est frappée régulièrement par des sécheresses récurrentes et successives et une faible pluviométrie de moins de 150 mm par an. Le climat aride impose un stress hydrique qui a un impact considérable sur les conditions de vie de la population
les bétails et les ressources naturelles du pays. Les communautés vivant en milieu rural sont parmi les plus vulnérables et directement victimes des effets néfastes de la sécheresse et des inondations, et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. De ce fait, le projet de RCA prévoit de mettre l'accent sur la mise en place d'un système régional, national et local, des systèmes d'alerte rapide précoce sur les épisodes de sécheresse, mais aussi d'apporter un soutien aux exploitants agricoles et aux agropasteurs. La réussite de ces projets est conditionnée par une synergie entre les différentes parties prenantes et adopter des actions de gestion de la sécheresse innovantes par des actions innovantes et résilientes. Cette seconde réunion du comité de pilotage est une action concrète issue de cette synergie pour partager les expériences rencontrées, de développer en urgence une meilleure surveillance de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique en se dotant d'un réseau commun, d'un système d'alerte rapide précoce, efficace et adéquat sur la prévention de la sécheresse. Santé à présent, le ministère de la Santé vient de lancer le démarrage du processus participatif d'élaboration du projet d'établissement hospitalier de la maternité Dar al-Hanan. Cet instrument important a pour objectif de définir la politique générale de l'établissement sur les 5 prochaines années pour améliorer la performance et accélérer l'atteinte des objectifs fixés par le plan national de développement sanitaire. Avec l'appui du FUNUAP, une réflexion interne sur les améliorations attendues a été initiée au Kempinski Palace Hotel en présence de la représentante du FUNUAP à Djibouti, de la directrice générale de l'hôpital et de la directrice de la coopération internationale du ministère de la Santé et avec la participation de l'ensemble du personnel de santé concourant à l'amélioration de la santé mère et enfant. Point de presse sur la situation du Covid-19 sur notre territoire. En ce mardi 28 septembre 2021, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab. Chers compatriotes, salam alaikum. La situation se détériore de jour en jour en ce qui concerne la pandémie Covid-19. Les chiffres sont parlants. Les malades augmentent et les décès également. Or, nous disposons d'une arme efficace de lutte contre cette pandémie, c'est-à-dire les vaccins spécifiques. Johnson, Sinovac, Sputnik et bientôt nous aurons Pfizer. Quand on sait qu'il y a des pays africains qui se mettent presque à genoux pour obtenir les vaccins, il est incompréhensible que nous ne profitions pas de cet avantage, de cette opportunité. Toutes les nations qui ont vaincu la pandémie Covid-19 sont celles qui ont vacciné massivement la population, c'est-à-dire à plus de 80%. À Djibouti, il a fallu passer par une loi en Conseil des ministres adoptée ce mardi 28 septembre 2021. Cette loi est explicite. La loi d'obligation de la vaccination pour tous. Elle permettra de rattraper le retard, c'est notre espoir. Ce mardi 28 septembre 2021, la situation épidémiologique enregistrée est de 48 patients déclarés, guéris, 795 tests pratiqués et 129 cas positifs. Et nous déplorons un décès. Sur les 795 personnes testées, 129 étant positives, cela représente un taux de positivité de 16,2% parmi donc, les personnes testées. Nous assistons probablement à la 3e vague de la pandémie. Le nombre de personnes vaccinées est de 42 516 depuis mars 2021. Ce chiffre est encore trop bas. Nous demandons à toutes les personnalités influentes au sein de la société de s'impliquer davantage aux efforts des autorités sanitaires en utilisant les moyens, tous les moyens, afin que la population se fasse vacciner. C'est notre arme, seule arme contre cette maladie. N'attendons point
que la situation s'aggrave encore davantage. Enfin, le bilan global de la situation de la Covid-19 à Djibouti s'élève à 220 085 tests réalisés, 12 636 personnes déclarées positives et 12 045 personnes déclarées guéries. Enfin, 167 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. C'était le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, sur la situation du Covid-19 sur notre territoire. Passons aux actualités internationales. Comme mentionné dans les titres, facile dans la plaine du championnat. Le Paris Saint-Germain attaque sa première grosse ascension de la saison avec un choc contre son rival Manchester City. Ce soir, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, revanche de la demi-finale perdue au printemps dernier. Le fameux trio Lionel Messi, Neymar, Mbappé est particulièrement attendu pour ce rendez-vous. Premier sommet de la saison après 8 victoires en 8 journées des championnats. Surtout après une première européenne décevante pour le fameux trio et pour le PSG à Bruges, un partout. Le génie argentin qui a manqué les 2 derniers matchs de Ligue 1 pour un coup au genou à gauche est bien remis pour retrouver Pep Guardiola et devrait jouer à l'ancien Mauricio Pochettino qui disposerait donc de son brillant audace pour affronter l'entraîneur catalan. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.